Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. Narcotrafic, la France a-t-elle atteint le point de bascule avec l'assassinat de Mehdi Kessassi? Les risques d'avoir un narco-État en Europe sont-ils réels? Et comment lutter contre ce trafic de drogue et les violences qu'il engendre? Avec nous pour en parler, Bertrand Monnet, bonsoir. Bienvenue, vous êtes spécialiste de l'économie du crime, professeur à l'EDEC en France. Et en direct de Lisbonne au Portugal, Alexis Gosdel, directeur de l'agence de l'Union européenne sur les drogues. Alexis Gosdel, la première question est pour vous. Vous disiez l'an dernier que les risques d'avoir un narco-État en Europe étaient réels. Avec l'assassinat de Mehdi Kessassi, est-ce que vous direz que la France a fait un pas de plus vers cette notion de narco-État, à savoir, on le rappelle, un État incapable d'assumer ses fonctions régaliennes et de faire respecter l'État de droit? Bonsoir. Mais d'abord, mes pensées vont à la famille Kessassi et au-delà d'elle, à toutes les familles qui sont concernées dans l'Union européenne par l'augmentation de la violence associée au marché. Je pense que c'est un peu, je dirais, exagéré de parler de narco-État. Je pense ce à quoi on est en train d'assister partout en Europe, pas uniquement en France, c'est l'apparition, la dernière phase d'un développement des organisations criminelles et de leurs activités ces dernières 10 à 15 années, qui a été un peu oblitéré parce qu'à l'époque, tout l'effort était mis sur la lutte contre le terrorisme, aussi une partie de l'effort par rapport à la question des migrants. Et aujourd'hui, on voit une série d'activités et d'événements malheureux partout en Europe. Et je pense que ce qu'on voit, c'est plutôt la goutte qui fait déborder le vase. C'est l'événement de trop qui fait que tout d'un coup, dans la population et chez nos décideurs politiques, on se dit maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors justement, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants, Alexis Gosdel. Bertrand Monnet, justement, la mort. Alors rappelons que Mehdi Kessassi n'avait rien à voir avec le narcotrafic. Il a 20 ans, il avait 20 ans, il passait son concours pour devenir policier et gardien de la paix. Mais son frère, militant écologiste, lui, est un militant anti-drogue, Amin Kessassi. Est-ce que ça peut créer un sursaut, justement, comme vient de le dire Alexis Gosdel, selon vous, en France ? Oui, sans doute, mais comme ça a été dit, je pense que l'état de droit en France est quand même très solide, hein, rappelons-le. Il y a quand même une prise de conscience extrêmement dynamique ces dernières années, avec d'abord la commission parlementaire sur la loi contre le narcotrafic, puis la promulgation de cette loi dans un temps record. On voit que des moyens sont mis en place, notamment à Marseille, mais pas seulement. Donc je pense qu'en France, l'état de droit est tout à fait solide et qu'il réagit. Mais pour autant, le mal est là. C'est vrai, il y a des symptômes. Vous parliez de gouttes d'eau, monsieur. Bon, effectivement, ce sont des symptômes de l'emprise tout à fait réelle du narcotrafic sur une certaine part de la société, dans certains endroits. Pour autant... Vous dites état de droit solide, mais on a quand même des dockers dans des ports, notamment au Havre, qui sont corrompus. On entend parler d'une magistrate placée en garde à vue. On entend parler également de corruption s'agissant d'avocats. C'est-à-dire que petit à petit, on a le sentiment que les narcotrafiquants tissent leur toile pour... Oui, tout à fait. La pénétration, elle est observable. Hein, mais pour autant, l'État en tant que tel réagit. Voilà, il y a vraiment cette réaction à la fois du législateur hein, et puis de l'État, des forces souveraines de l'État qui réagissent. Donc je pense pas, à ce titre, je pense pas qu'on puisse parler de l'émergence d'un narco-État ou d'une déliquescence de l'État qui aille vers un narco-État, comme moi je peux l'observer pour mes recherches dans d'autres pays, notamment en Amérique du Sud. On en est heureusement très loin. Pour autant, vous avez parfaitement raison. Les symptômes sont tout à fait là et cette réaction était nécessaire. Malheureusement, elle n'est pas assez rapide et malheureusement, ça a coûté la vie à ce jeune homme comme ça coûte malheureusement des vies à peu près toutes les semaines. Alors justement, vous dites toutes les semaines. Regardons ces quelques chiffres. Depuis le début de cette année 2025, 13 homicides en lien avec le narcotrafic commis à Marseille, donc pour la seule ville de Marseille, selon la préfecture de police de la cité phocéenne. Et selon Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, qui a été auditionné récemment, à travers tout le pays, ce sont 315 homicides ou tentatives d'homicide entre malfaiteurs constatés depuis le début de l'année. Ça, ce sont des chiffres qu'on verra un peu plus tard sur effectivement les consommateurs et on voit que les chiffres vont crescendo. Bertrand Monnet sur notre plateau. Alexis Gosdel, quand je parlais d'état de narco-État, rappelons qu'en Belgique, un ministre de la Justice a failli être enlevé il y a quelques années, 2 ans il me semble. Quand on parle de trafic de drogue, quelles sont les tendances à l'échelle de l'Union européenne ? Alors, la disponibilité de toutes les substances est en augmentation permanente et ça touche aussi bien les produits qui sont
produits à l'étranger et qui sont trafiqués, qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi, et chaque année davantage, on démantèle des laboratoires qui font la production illicite de différentes substances. Ça touche aujourd'hui tous les types de substances. Donc la disponibilité, elle est maximale et c'est elle qui cause une pression énorme sur le marché. Mais c'est quoi le plus gros du trafic? Ça reste le cannabis? Pardonnez-moi de vous couper, c'est quoi le plus gros du trafic? Ça reste le cannabis? Non, le trafic, c'est... La cocaïne? Non, pas du tout. On a vu la cocaïne en 2023, il y a plus de 420 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans l'Union européenne. Il y a des centaines de tonnes d'herbes de cannabis qui ont été saisies, encore plus du hashish. Il y a énormément d'amphétamines qui ont été produites sur le territoire, qui ont été saisies. Donc ça touche toutes les substances et aujourd'hui, on a plus de 1000 nouvelles substances qui ont été découvertes par notre système d'alerte européen au cours des 27 dernières années. Alors on va essayer de regarder maintenant ces quelques chiffres, donc cette fois-ci sur les consommateurs, on les a aperçus tout à l'heure. En France, juste pour parler de la France, 21 millions de personnes ont déjà expérimenté le cannabis. 1 400 000 usagers en consomment régulièrement, c'est-à-dire au moins 10 fois au cours du mois, et 900 000 usagers quotidiens. Autre chiffre, 14,6% des adultes ont déjà expérimenté en France des drogues, outre que le cannabis. On parle de cocaïne, d'ecstasy ou encore d'héroïne ou d'amphétamine. Je me tourne vers vous, vous êtes spécialiste de l'économie, de ce crime justement organisé. Combien ça pèse en France? Combien ça pèse en Europe? Alors, ce sont des estimations. En France, on estime que le chiffre d'affaires, si on peut parler comme ça, du narcotrafic est compris entre 4 et 7 milliards d'euros, donc c'est important. Ça irrigue encore une fois une frange de la population dans certaines villes. C'est à peu près 250 000 personnes qui vivraient directement et indirectement de ces trafics. Bon, on peut multiplier les chiffres comme ça, mais je pense que... Il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais je pense que pour comprendre cette explosion, cette emprise qu'on voit là, avec des chiffres aussi impressionnants, avec cette violence, avec cette corruption que vous évoquez, pour comprendre ce qui se passe ici, monsieur parlait de la disponibilité du produit, évidemment, je vous rejoins, mais je pense que ce qui a vraiment le déclencheur de l'explosion du narcotrafic en France, c'est quand même la surdisponibilité de la cocaïne. Et ça, c'est pas nouveau, mais ça croît. Vous dites qu'elle s'est démocratisée alors. Ça croît de façon vertigineuse, mais pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut aller en Colombie. Moi, je travaille beaucoup en Colombie, j'en reviens, et c'est exponentiel. La production, la surface de coca, la plante qui permet de produire la cocaïne, elle augmente de 30% par an. Il y a des régions où moi je travaille, il y a 2 ans, il n'y avait pas de coca. Aujourd'hui, les montagnes sont couvertes de coca. Donc, c'est un fait, c'est une question de politique intérieure en Colombie. Je ne juge pas du tout l'action du gouvernement colombien qui a décidé de mettre en place un programme de paix avec des guérillas qui se sont reconvertis en narco-guérillas, pour aller vite, mais qui aujourd'hui... Pourquoi ça inonde autant le marché européen? Bien parce que ces territoires entiers de la Colombie, aujourd'hui, sont sous la coupe de ces narco-organisations qui incitent ou forcent les cocaleros, les paysans, à cultiver de la coca. Elle est transformée en chlorhydrate de cocaïne, qui d'ailleurs est vendue de plus en plus pure, en plus avec des plants transgéniques, enfin bref. Et donc, il y a cette surdisponibilité du produit. Le marché historique de la cocaïne, c'est les États-Unis. Bon, il existe toujours, mais il n'est pas suffisant pour absorber toute cette coke. C'est 3700 tonnes quand même l'année dernière, à peu près 3000 tonnes pour la Colombie. Et donc, il y a ce marché, quand vous discutez avec des narcos, comme je le fais pour mes travaux, ils vous disent le marché relais, c'est l'Europe. Et naturellement, c'est la France, parce que la France, c'est à la fois un marché de consommation, mais c'est aussi avec les Pays-Bas et la Belgique, avec Anvers et Rotterdam, c'est aussi un hub, parce qu'il y a les ports, et il y a l'aéroport de Roissy. Donc c'est ça qui fait que finalement on voit en France cet afflux de cocaïne et cette surdynamisation des narco-organisations qui, pour beaucoup, il y a 10 ans, ne vendaient pas un gramme de coke. Aujourd'hui, il n'y a pas un four, il n'y a pas un terrain de vente de drogue qui ne vendent pas, en plus du shit et des drogues de synthèse, de la cocaïne. C'est ça le fait nouveau. 64 débats sur TV5 Monde. On poursuit. Alexis Gosdel, on vous retrouve dans un instant. Vous êtes belge, vous êtes donc à la tête de cet organisme européen sur les drogues, sur l'agence de l'Union européenne sur les drogues. Vous allez réagir tous les deux. On va regarder ce reportage de notre partenaire France 2, diffusé en milieu de semaine. Un gang de Marseille, issu de la Castellane, quartier nord de Marseille, a pris le contrôle de plusieurs points de deal à Bruxelles, mais pas seulement, à Anderlecht également, notamment dans la cité Peterbos, au lieu du trafic de drogue. Reportage. Une vingtaine d'impacts de balles. Un habitant qui entreposait de la drogue chez lui, assassiné.
Il est mort. Cette scène se passe dans la cité du Peterbos à Anderlecht, un quartier fréquenté par des dealers de Marseille issus de la Castellane. Sur les murs des deux cités, les mêmes inscriptions, le menu et les tarifs de la marchandise. Le maire de la ville belge nous montre d'autres tags explicites. Ben là, on voit 13017, 13 l'indicatif des Bouches-du-Rhône, et 17 qui serait le 17e arrondissement de Marseille qui n'existe pas, mais dont on dit que ce serait le Peterbos. À quelques mètres de là, dans ce restaurant social, une employée nous livre un autre indice. J'ai entendu l'accent marseillais. Ils m'ont demandé pour aller aux toilettes. J'attendais l'accent marseillais. Ils sont toujours là, ceux qui ont l'accent marseillais ou pas? Moi, je travaille, donc je ne sais pas ce qui se passe dehors. Les dealers de la Castellane auraient-ils pris le contrôle de cette cité de Bruxelles? Une certitude pour le maire, les Marseillais ont importé ici leur méthode. Chaîne logistique très professionnelle avec des QR codes qui permettent de répartir la marchandise, avec des recrutements. Donc oui, tous ces constats qu'on a fait à Marseille, on les a retrouvés progressivement ici. Il y a plutôt eu un partenariat qui s'est établi. Un partenariat noué par deux chefs de clan. À Bruxelles, Imad Bey, dit Mara, tête du réseau régnant sur la cité du Peterbos. À Marseille, Mohamed Géa, chef du gang de la Castellane. Les deux hommes se sont vus plusieurs fois dans la cité phocéenne. Le Belge aurait importé les pratiques ultra-violentes, comme cette fusillade il y a 8 mois en plein métro à Anderlecht. Objectif, conquérir un territoire. À cette violence, la police belge a répondu comme les forces de l'ordre françaises, descente et arrestation de dealers à Peterbos. Le maire de la ville s'est même rendu à la Castellane. Le procureur de Marseille a fait le voyage en Belgique. Il détaille les relations entre les deux réseaux. On se prête du matériel, mais on se prête aussi de la main-d'œuvre. Les connexions sont réciproques et on ne peut pas parler véritablement de hiérarchie des uns et des autres. Les deux chefs de gang ont été arrêtés, l'un incarcéré en Belgique, l'autre à Alger. De leur cellule, ils auraient continué à donner des ordres et gérer leur trafic. Voilà pour ce reportage signé Valérie Astruc, Alexis Gosdel en direct de Lisbonne au Portugal. On vient de l'entendre, les procureurs de Marseille et de Bruxelles qui travaillent désormais main dans la main. Pour vous, ça doit passer par là, mais est-ce qu'il ne faut pas plus d'harmonisation à l'échelle européenne? Alors, d'abord, il y a une augmentation de la coopération et de la coordination au niveau européen entre tous les États membres. Et la semaine prochaine, le 3 décembre, la Commission européenne, sous la conduite, le chef de projet, c'est le commissaire européen pour les affaires européennes, les affaires intérieures, M. Magnus Brunner, vont présenter au public le plan d'action pour lutter contre le trafic de drogue, qui est une des top priorités du commissaire depuis qu'il a pris ses fonctions. Donc, de ce point de vue-là, il y a un consensus sur le besoin de renforcer les collaborations, l'échange de données, mais aussi l'échange de pratiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre agence a organisé, dès l'entrée en vigueur de son nouveau mandat l'an dernier, la première conférence européenne sur la violence associée à la drogue. Et c'est la priorité numéro 1 de notre présidence des agences européennes pour les affaires intérieures pour l'année prochaine. Donc, il y a un besoin et une volonté de coordonner. Je ne pense pas que ça passe par l'harmonisation. En Europe, tous les bons résultats que nous avons eus ces 30 dernières années, c'était par un renfort, un encouragement des échanges d'expériences, mais en laissant à chaque pays la possibilité de faire ses propres choix, ses propres expériences en fonction de sa réalité et de ses priorités. Alors justement, Bertrand Monet, la France, elle, dit qu'elle veut porter à l'échelle européenne cette guerre, c'est le mot, contre le narcotrafic. Qu'en est-il ? Oui, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Et encore une fois, c'est assez rassurant. C'est pour ça que, évidemment, on peut avoir une perception assez négative de l'évolution des choses, parce qu'il y a cette violence, il y a ces cas d'assassinat, de corruption. 30% des victimes ont moins de 20 ans. Quand je citais les 315 homicides ou tentatives d'homicide en France, c'est 30% qui ont moins de 20 ans. Tout à fait. Et puis on voit cette collaboration. C'est une collaboration qui a été découverte. Il y en a combien d'autres ? Mais pour autant, je pense que la collaboration, elle doit aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle doit non seulement être, premièrement, judiciaire, effectivement européenne, mais elle doit se faire sur 2 autres axes. Vous avez cité la Colombie, on pourrait citer
citer par exemple le Maroc s'agissant du cannabis. Oui, absolument. C'est-à-dire que, alors pour ce qui est de la production, parce qu'en fait, le narcotrafic, qu'est-ce que c'est? C'est là, les pouvoirs publics, ils tapent entre guillemets sur les deux maillons les plus solides du narcotrafic, que sont le transport et la vente. C'est ce que protègent les narcos le plus, de façon militaire, on l'a vu. Mais avant la production, avant le trafic, il y a la production de drogue. On a dit qu'elle explosait en Colombie, elle est toujours aussi dynamique au Maroc, etc. Il faut une vraie coopération à l'échelle internationale. Les Émirats Arabes Unis, d'ailleurs, Gérald Darmanin y est allé la semaine dernière, il demande l'extradition de 15 ou 16, il me semble que c'est 16 narcotrafiquants de haut vol, entre guillemets. Oui, parce qu'après la vente, il y a la consommation. Et après la consommation, il y a le blanchiment d'argent. Et sur ce qui est du blanchiment, alors il y a une coopération intra-européenne qui est tout à fait efficace. Il y a des agences qui s'occupent de ça, c'est pas du tout le sujet. Mais les narcotrafiquants, généralement, ils ne blanchissent. Certains blanchissent en Europe, mais beaucoup utilisent pour le blanchiment soit des outils qui sont déterritorialisés, que sont les crypto-monnaies. Alors, il y a une législation qui s'applique maintenant aux plateformes de crypto-monnaies, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les plateformes qui distribuent et échangent des crypto-monnaies appliquent réellement ces normes. Et puis ensuite, ils utilisent non pas seulement des cryptos, mais ils utilisent aussi des paradis bancaires. Vous parliez de Dubaï, il n'y a pas que Dubaï, mais ils utilisent ces trous noirs, si vous voulez, de la finance. Et alors, le ministre de la Justice français est malheureusement assez seul quand il va à Dubaï. Et il y était déjà allé en tant que ministre de l'Intérieur 2 fois. Donc, l'État français se mobilise pour associer Dubaï à cette lutte, non seulement pour obtenir des extraditions, c'est une chose, mais surtout pour essayer de geler des avoirs et de travailler vraiment sur le blanchiment. Mais seule la France n'y arrivera jamais. Il s'agit que tous les États européens le fassent, mais pas seulement européens. Les États-Unis, évidemment, sans eux, rien ne se fera. Le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, l'Australie, il y a beaucoup d'États qui devraient, je pense, mettre en œuvre leur force et leur dynamisme pour faire pression sur ces trous noirs de la finance, pour faire en sorte que les narcos européens ne puissent plus blanchir dans ces États-là et jouir de l'argent de leurs crimes. Alors, messieurs, est-ce qu'il faudra aussi... Alors, on parlait de la cocaïne en Europe, effectivement, mais par exemple en France, je parle sous votre contrôle, c'est quand même plus des points de deal sur le cannabis. Se pose à nouveau la question de la dépénalisation ou de la légalisation. Est-ce que ce sont des questions que vous abordez, vous, Alexis Gosdel? Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir la législation en matière de stupéfiants en Europe? Très bonne question. Avant de vous répondre, je voudrais quand même souligner que c'est extrêmement important de ne pas oublier que la corruption, le blanchiment, la pénétration des services, ce n'est pas uniquement le problème lié aux drogues. Il n'y a pas d'un côté le blanchiment qu'on va trouver romantique parce que ce sont des simples criminels ou des hommes politiques ou des entrepreneurs, et puis le blanchiment qui serait moins bien ou moins bien vu. Je pense qu'il est temps de prendre conscience que tout type de blanchiment est un problème et crée un vrai problème pour le fonctionnement de la société et de l'état de droit. Et donc, il n'y a pas d'exception à faire, il n'y a pas un blanchiment plus problématique qu'un autre. En ce qui concerne le changement des politiques, dans l'Union européenne, nous avons 6 pays pour l'instant qui ont décidé ou qui sont en passe de décider de réguler la consommation récréative du cannabis sur le même modèle en partie que celui qui a été défini au niveau de l'État au Canada. Et nous suivons et nous soutenons l'évaluation scientifique de ces nouvelles politiques expérimentales dans la plupart des pays qui viennent de démarrer ce changement il y a quelques années. Ce que je peux vous dire, c'est que les pays, il n'y a pas beaucoup de pays à l'extérieur de l'Union qui ont vraiment une évaluation scientifique de l'impact de ce changement. Pour moi, l'évaluation la plus fiable et intéressante, c'est celle qui a été faite par le gouvernement et les autorités du Canada et qui suggère que dans une province comme le Québec, le fait d'avoir régulé le système et d'avoir un système contrôlé sous l'égide, sous le contrôle des autorités, aurait permis de soustraire au marché illicite entre 60 et 70% du marché de la consommation de cannabis. Intéressant cet exemple québécois. Ça prouve que ça peut briser. Alors on rappelle quand même que c'est une question sensible parce qu'il est aussi question de santé publique, qu'on parle de drogue douce mais que ça reste une drogue qui est néfaste aussi, notamment pour les plus jeunes et pour le développement de leur cerveau par exemple. C'est un débat vaste et sensible, mais mathématiquement ça porte un coup au trafic de drogue de légiférer. Si l'évaluation canadienne va à son terme, on pourra le dire ou pas.
Mais dans tous les cas, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins addictologues qui malheureusement, et je le regrette, sont très très peu associés à ce débat-là. Ouais. Parce qu'on a parlé de production, de blanchiment, etc. Il y a aussi la consommation. Ouais. Et on voit bien que le taux de tétrahydrocannabinol, qui est la substance psychotrope du cannabis, il peut être très très élevé dans les produits qu'on trouve dans la rue, au-delà de 30. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Désociabilisation notamment, troubles du comportement. Les consommateurs et les consommatrices sont-ils responsables en partie de ce à quoi on assiste, de ces jeunes notamment qui meurent dans des quartiers, que ce soit à Marseille, à Grenoble, on pourrait citer tout à l'heure la Belgique notamment? Alors, je pense l'incrimination du consommateur, la pénalisation, à mon sens, c'est pas la bonne façon de traiter le problème. Bien entendu que techniquement, oui, puisqu'il consomme. Dans les faits, je suis conscient que quand on va acheter, derrière, il y a aussi tout ça. On peut pas dire on ne savait pas. Tout à fait. Mais pour autant, je pense qu'il y a aussi une prise en charge sanitaire qui doit être faite parce qu'il y a des consommateurs qui, finalement, deviennent des victimes. Je parle pas de cannabis, je parle même pas de cocaïne. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le fentanyl, par exemple. C'est 130 000 morts par an en Amérique du Nord. Donc, et les drogues de synthèse que vous évoquiez, monsieur, elles sont beaucoup plus dangereuses que ne le sont la cocaïne et le cannabis. Donc il faut aussi prendre en compte cette dimension sanitaire et ce soutien dont les consommateurs doivent avoir besoin, et leurs familles, notamment pour les plus jeunes consommateurs. Et là, je pense qu'aussi, à l'échelon européen, mais aussi aux échelons nationaux, il est absolument nécessaire de dynamiser l'action de prévention, beaucoup plus que ce qui est en place, parce que pour l'heure, on ne peut pas dire qu'il y a une il n'y a pas beaucoup de campagnes de communication. C'est que le paradoxe, dans un pays comme la France, il n'y a pas de prévention sur le cannabis parce que c'est illégal, ce qui est quand même, contrairement au tabac ou à l'alcool, entre guillemets, une aberration. Mais là, c'est un petit peu du commentaire, je l'avoue. Une dernière question peut-être pour vous, Alexis Gosdel, et peut-être si vous faites 30 secondes chacun, ça peut le faire. Est-ce que les sociétés, les citoyens doivent s'engager comme les citoyens italiens l'ont fait contre les mafias? On a vu cette marche blanche à Marseille, près de 6 000 personnes à visage découvert. Alors, d'abord, vous soulevez deux questions. La première, et je suis content que vous la posiez, c'est il est temps de reconnaître que nous avons énormément d'organisations mafieuses implantées dans l'Union européenne qui contrôlent toute une série d'activités. Alors merci. Ma question, je suis désolé, on est vraiment pris par le temps. C'était juste à votre avis, est-ce que les citoyens ont leur rôle à jouer? Peut-être Bertrand Monnet, oui. Oui, bien sûr. Ça ne sera jamais suffisant, mais c'est la base de tout parce que c'est un sursaut de l'État qui doit avoir lieu et évidemment les citoyens doivent suivre. Alexis Gosdel, pardonnez-moi, le mot de fin pour vous. Donc les citoyens, ils ont un rôle à jouer? Absolument. D'abord, c'est eux qu'il s'agit de protéger et il est temps de mettre la priorité sur renforcer à nouveau la résilience de nos communautés. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage très pertinent ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous et merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité à TV5 Monde.